Je suis ravie d'être parmi vous. Donc, moi, je suis médecin militaire et donc je fais de la recherche au profit du besoin des militaires. C'est une recherche qui est essentiellement biomédicale et la partie dont je m'occupe est celle qui est centrée sur le stress. Et en complément de la présentation précédente, en fait, on va plutôt se centrer sur l'individu et sur la manière dont il répond de façon adaptée ou pas aux stresseurs pour essayer justement de mieux appréhender quel type de transaction et la qualité des transactions qu'il va faire avec son environnement et son travail. Ça va être plus un regard de recherche qu'un regard appliqué, mais je pense que vous allez faire le lien avec un certain nombre de points qui ont été présentés précédemment. Donc, avant toute chose et en préambule, j'ai juste listé un certain nombre de thématiques qui sont étudiées dans le cadre du stress, qui ne se répondent pas toutes et ce qui peut expliquer aussi qu'on ait un regard qui soit un peu en mosaïque quand on s'intéresse au stress. Donc, on peut s'intéresser aux dimensions, c'est-à-dire la partie phénoménologique, on peut s'intéresser à l'expression clinique. En psychologie, on va s'intéresser aux traits de personnalité, aux modérateurs et aux médiateurs qui vont conduire à des problématiques de santé en lien avec le stress. Et puis en neurosciences, les questions vont être un petit peu complémentaires, même si elles permettent de mieux appréhender les traits de personnalité ou des processus psychologiques, mais elles vont plutôt se décomposer en termes de réseau de stress quand en neurophysiologie, en neurotransmetteurs quand on est en neurobiologie, et on peut aller plus loin dans la cellule. Donc, vous voyez que tous ces champs, en fait, s'attachent à mieux appréhender le stress avec l'objet final d'essayer d'apporter à chaque individu une meilleure approche pour l'aider à faire au mieux avec ces stresseurs du quotidien. Donc, d'un point de vue du plan, j'ai préféré faire un schéma que de vous faire un plan en listing. Et ce schéma, il représente le cheminement du stress pour un individu. Et le plan que je vais vous proposer est celui de s'attacher d'abord sur les stresseurs qui rejoindront les stresseurs au travail qui ont été présentés tout à l'heure, mais vous verrez qu'on peut les organiser de façon un petit peu différente. Je parlerai des réponses de l'individu et là, on sera plus dans les mécanismes du stress, de la récupération qui participe pleinement aux réponses de l'individu. Et puis, un dernier point sur la vulnérabilité de l'individu qui, finalement, représente ou renvoie au titre de la présentation que j'avais proposée. Donc, pour commencer sur les stresseurs, c'est toujours intéressant de mon point de vue de s'attacher à ce qui fait stress. Et les définitions, vous voyez, sont assez générales. Toute situation qui active une réponse de stress, quelle que soit sa nature, son intensité ou sa durée. L'intérêt de cette définition, c'est de pointer que le stress, c'est pas un problème parce que toute la vie est stresseur et en fait, tout changement de l'environnement est un stresseur et que le problème, c'est pas le stresseur, c'est la manière dont on va répondre. Les stresseurs, quand je vous parle de changement de l'environnement, renvoient dans l'acception classique à tout ce qui est extérieur au sujet. Et donc, la notion qui est peut-être importante et qui a été soulignée dans la partie RPS, c'est la notion d'imposer au sujet par l'environnement. Et effectivement, on trouve dans tous ces stresseurs externes au sujet la plupart des études. Un point qui est extrêmement, de mon point de vue, pertinent quand on s'intéresse à comprendre l'adaptation ou la maladaptation aux stresseurs, c'est des stresseurs qui sont générés par le propre organisme du sujet, que ce soit ses pensées, ses souvenirs, qui sont en lien avec la manière finalement dont il se représente le monde et dont il se pense acteur ou pas de son monde. Et c'est peut-être sur ce point-là qu'en fait, on a le plus d'actions efficaces, en tout cas dans l'immédiateté, parce que le sujet peut être acteur d'un certain nombre de réponses et de stratégies d'adaptation, le temps que l'entreprise ou l'organisation bouge un petit peu et se transforme. Sur le plan des stresseurs, je voulais reciter, et ça a été précisé de façon importante dans les RPS, toute l'importance des stresseurs qui sont des conflits, qui mettent en jeu finalement des perceptions de l'environnement et des perceptions du sujet. Et ces conflits en milieu militaire, mais dans le monde du travail, ils sont extrêmement importants. Et c'est vrai que nous, on les étudie avec deux grands cadres de regard. Le premier, c'est tout ce qui est du champ des conflits d'action, donc on va appeler des stresseurs moraux, qui sont typiquement des situations où l'on sait ce qu'on veut faire, mais on ne peut pas le faire. Et finalement, on retrouve dans cette catégorie les situations dans lesquelles les chercheurs pourraient ne pas avoir de moyens pour répondre à une question, ou chez les soignants, des situations dans lesquelles le manque de personnel les conduirait à finalement passer par une technicité, par exemple
pour nourrir un sujet avec un patient avec une sonde gastrique, plutôt que de passer du temps à côté d'un patient et de répondre à la valeur humaniste qui est normalement associée à tout engagement dans les métiers du soin. Les stresseurs éthiques, ils sont peut-être à séparer des conflits d'action puisque c'est des situations dans lesquelles il n'y a aucune réponse satisfaisante, pour lesquelles on va devoir faire un choix et ce choix est potentiellement avec des conséquences avec lesquelles on va devoir vivre. Alors en milieu militaire, ce sont des situations présentes et c'est cette incertitude de faire le bon choix qui va être extrêmement compliquée pour l'individu. L'exemple peut-être le plus caricatural, qui est un exemple réel et qui a des témoignages sur YouTube, puisqu'un des rescapés de cette situation témoigne volontiers, qui est une situation dans laquelle une section de forces spéciales était dans le désert, croise une petite fille de Touareg, et la question qui se pose, c'est est-ce que cette petite fille va raconter à ses parents qu'il y a des militaires dans le coin, et dans ces cas-là, il faut la faire disparaître, ou est-ce qu'elle ne va pas le raconter, et dans ces cas-là, il n'y a pas cette décision à prendre. La section a collégialement décidé de laisser la petite fille en vie, et ils ont tous été massacrés dans la nuit, sauf un ou deux survivants qui ont un trouble de stress post-traumatique extrêmement aigu et qui finalement regrettent leur choix. A posteriori, c'est toujours plus facile d'aller critiquer le choix qu'on a fait en situation. Mais vous voyez que les stresseurs éthiques, ils représentent vraiment des situations singulières, mais je pense que si vous cherchez, vous en avez tous vécu, où quelle que soit la réponse, de toute façon, aucune n'est satisfaisante. Ces stresseurs-là, ils sont peut-être pas suffisamment étudiés dans le monde de l'entreprise et l'importance de les étudier est liée au fait qu'en fait, ils vont donner plutôt des tableaux infracliniques qui sont caractérisés par des malaises. Malaise dans le sens, je me sens pas bien, je suis pas satisfait de ma vie, sans pour autant donner directement des symptômes prégnants. Et que souvent, ils passent à la trappe et s'accumulent et conduisent à des souffrances au travail quand c'est déjà un cumul de confrontation à ces conflits d'action ou à ces conflits éthiques. De façon plus classique, en fait, la classification des stresseurs est non consensuelle. Je vous ai proposé une classification qui vient du monde du stress chronique au travail et vous voyez que finalement, si on est dans le cadre des RPS, c'est le 4e groupe de stresseurs qui est impliqué, qui est l'ensemble des événements qui sont caractérisés par le fait de durer, sur lequel on n'a pas d'informations sur leur durée ou on n'a pas de contrôle sur leur présence. Ça pointe à un élément important et qui a été particulièrement mis en évidence lors de la situation Covid, qui est la situation d'incertitude, et j'en ai à peine parlé tout à l'heure, mais qui est une situation que l'être humain n'aime pas et pour laquelle, en fait, il a du mal à faire avec. Parmi ces stresseurs chroniques, et indépendamment de leur nature, on a une autre manière de les regarder, qui est celle de regarder si on a du contrôle, si ces stresseurs sont prévisibles, si la situation est nouvelle ou si elle menace notre ego. Donc, à chaque fois que vous êtes dans une situation où vous avez l'impression que vous n'avez pas de contrôle, qu'elle est imprévisible, qu'elle vous a surpris, que c'est une situation nouvelle, que c'est une menace pour votre ego, vous pouvez vous dire qu'en fait, les changements de l'environnement vont être plus coûteux pour votre fonctionnement et votre adaptation que si vous pouvez les contrôler, que si c'est prévisible, que si vous connaissez ou que si vous ne vous sentez pas menacé. De façon plus schématique, en fait, vous pouvez vous en souvenir avec l'acronyme CINE. C'est un acronyme qui a été proposé par une équipe canadienne. Et finalement, dans chacune de ces caractéristiques des stresseurs, on a la possibilité de ranger les stresseurs de notre quotidien et de voir un petit peu quelle est la quantité de stresseurs qui ont ces caractéristiques dans notre vécu au travail et dans notre vécu aussi personnel. Ces caractéristiques, elles sont souvent associées à un vécu intérieur qui va conduire à de l'anxiété anticipatrice ou des ruminations et qui, en soi, vont constituer aussi des stresseurs puisqu'en fait, on est à chaque instant en présence de pensées négatives qui vont activer également la réponse de stress. De façon plus particulière, en fait, ces stresseurs internes qui sont associés à toutes les pensées qu'on a par rapport à ces caractéristiques de stresseurs externes, elles peuvent être acutisées lorsque dans notre construction psychologique, on a ce qu'on appelle des schémas précoces inadaptés, qui sont des manières de comprendre le monde et de le lire. Et ces schémas précoces inadaptés, ils conduisent finalement à des distorsions cognitives et des distorsions de perception du monde. Donc à la fois, ils se traduisent pour le sujet par des pensées extrêmement injonctives,
du style tu dois être plus fort, tu dois être courageux, tu dois le faire. Et peut-être que chez les chercheurs, il y a un certain nombre de personnes qui ont ces pensées qui les poussent à travailler, travailler et travailler. C'est une question que je pose et je n'ai pas de réponse. Et ces situations de distorsion cognitive, elles sont particulièrement activées quand l'environnement est porteur des caractéristiques de non-contrôle, d'imprévisibilité, de nouveauté ou de menace. Et donc, l'activation du schéma induit un traitement de l'information qui est distordu et va renforcer ces pensées automatiques, conduisant l'individu finalement à souffrir peut-être plus que ce que l'environnement ne nécessite. De façon très schématique, j'ai choisi un schéma extrêmement caricatural, mais que peut-être vous reconnaîtrez chez chacun de vos collègues, qui est le schéma d'abandon, avec une situation qui n'est pas en lien avec une situation du travail, mais quelqu'un qui a un schéma d'abandon, il va interpréter le monde comme étant toujours en lien avec finalement la justification qu'il risque de se sentir abandonné. Donc, les pensées, les émotions qui vont être ressenties lorsqu'on active le schéma vont être des situations toujours d'anxiété, de perdre quelque chose. Les pensées vont être toujours négatives vis-à-vis de soi et les actions vont être en général passives sans exprimer ces émotions et ces pensées. Dans le monde du travail, par exemple, quelqu'un qui a un schéma d'abandon, si le collègue ou le chef ne dit pas bonjour, la seule interprétation va être il ne m'aime pas et il va me mettre dehors. Et donc, ces distorsions cognitives, elles paraissent caricaturales, mais vous avez probablement un certain nombre de collègues qui, finalement, dans l'expression des choses ou la non-expression des choses, ont ces distorsions cognitives. Et finalement, en tant que supérieur hiérarchique, il faut faire attention à ces comportements qui peuvent vous renseigner sur comment l'individu a perçu votre comportement alors que vous n'avez pas dit bonjour parce que vous avez peut-être mal dormi ou vous étiez dans la lune en train de penser à autre chose. Donc, les schémas précoces inadaptés rentrent dans le champ de la prise en charge psychologique, mais pour autant, on a tous des schémas plus ou moins dominants et sans qu'ils soient pathologiques, en fait, on peut se rendre compte dans certaines situations de stress qui prennent le dessus et qui sont vraiment producteurs de pensées qui nous mettent dans des boucles vicieuses. Si on continue dans le champ des stresseurs pour élargir un petit peu toute l'acceptation ou la compréhension qu'on peut avoir des stresseurs, certaines professions sont dites à risque. Ce sont principalement les militaires, mais aussi les gens, toutes les forces de l'ordre ou les soignants de l'urgence. Et elles sont dites à risque parce qu'en fait, on a un cumul d'événements, de stresseurs qui souvent sont traumatogènes et ce sont des populations qui en plus sont caractérisées par une neutralité émotionnelle et ne reconnaissent pas les émotions ou le ressenti que peut déclencher ces situations. Ce qui conduit à ce que l'expression de l'impact sur la santé soit souvent tardif, avec des situations qui du coup sont chroniques et quand l'expression clinique est là, en fait, on est déjà dans une situation qui existe depuis très longtemps et on a beaucoup de mal à réintégrer ces personnes dans le monde du travail et même dans la société en tant que telle. Les chercheurs ne sont pas considérés comme des professions à risque, les soignants oui, et effectivement les gens qui sont soumis à ces situations où il y a toujours un risque, où il y a un risque pour leur vie ou celle d'autrui, où ils sont confrontés à des scènes extrêmement violentes. Et pour eux, c'est la mission et en même temps, c'est un trauma et finalement, ils mélangent les deux et considèrent que c'est normal de ne pas être mal et ne vont pas aller consulter, encore moins le médecin du travail qui va leur mettre une aptitude. Une fois que je vous ai présenté un peu sommairement ces stresseurs, mais vous voyez un peu toute la richesse de ce qui peut faire stresseur ou pas en fonction des individus, je vous propose de passer un petit moment sur la manière dont l'individu va répondre à ces stresseurs. Alors, il y a plusieurs, là encore, regards sur la réponse de l'individu. Quand on le regarde avec un regard de psychologue et de psychologue soignant, on va plutôt considérer que la réponse à un stresseur est quelque chose qui s'exprime dans 4 champs. Le champ des pensées, ce que on se dit, ça rejoint les pensées internes dont je vous parlais tout à l'heure. Ce que je ressens, c'est les émotions, ce que je vais faire, je vais me mettre à fumer, je vais manger du chocolat, ou la manière dont mon corps va répondre, je transpire ou je vais plus souvent au petit coin. Selon les individus, en fait, notre réponse au stress peut s'exprimer dans les 4 champs ou uniquement dans un seul champ. Et certains de vos collègues, peut-être, vous disent n'être pas stressés, mais s'ils ont des pensées qui sont du type vais-je y arriver, vais-je être à la hauteur, c'est déjà finalement la traduction d'une réponse de stress qui ne s'exprime que dans le champ de la cognition. Cette approche est intéressante sur le plan clinique parce qu'en fait, on peut aller cibler ce qui est le plus gênant pour le sujet pour rentrer dans des programmes d'aide à la gestion du stress, mais en passant soit par les émotions d'abord, soit par la cognition, soit par le corps. Et du coup, on peut construire un programme de gestion du stress adapté à chaque individu.
Dans le champ de la psychologie, indépendamment du soin, la définition du stresseur, elle est clairement posée comme une inadéquation entre ce que je perçois de mes ressources et ce que je perçois du stresseur. On est dans une double subjectivité. Et quand je perçois que mes ressources ne sont pas à la hauteur de ce que je vais percevoir de la contrainte, je suis à risque d'avoir des pensées de stress, des émotions de stress, des comportements en lien avec une réponse de stress et des réactions physiologiques. Et vous voyez que les deux approches ne sont pas antinomiques, mais selon l'intérêt qu'on a ou la question qu'on pose, ben, l'une ou l'autre peut être plus ou moins pertinente. Pour le physiologiste, la réponse de stress, elle est toujours en lien avec ce que Célie avait décrit dans les années 52, qui est une réponse, un syndrome, une réponse générale qui va libérer de l'énergie pour avoir une réponse en termes motrices, je combats ou je fuis, ou en termes cognitifs, le cerveau a besoin d'énormément d'énergie pour trouver une solution quand il est confronté à un changement de l'environnement, à un stresseur pour lequel il faut qu'il réfléchisse. Célie a décrit cette réponse en 3 phases qui sont largement étudiées dans le champ de la santé et dans le champ de la recherche, qui est une première phase d'alarme médiée par le système sympathique et l'adrénaline qui va très rapidement libérer de l'énergie sous forme de glucose. Et si la contrainte perdure, au bout de 10-15 minutes, en fait, le process neuro-endocrinien qui libère de l'énergie va se modifier pour dépendre du système endocrinien cortisolique qui va permettre de résister et de durer longtemps. Le cortisol étant antidouleur et anti-inflammatoire, on peut se battre et fuir longtemps sans avoir mal. Pour autant, dans les stresseurs actuels, finalement, cette action antidouleur et anti-inflammatoire du cortisol n'est pas forcément hyper utile. Et ça permet de dire qu'en fait, on a la même stratégie de réponse que les mammifères et qu'il y a 10 000 ans quand on avait à faire face à des prédateurs. Quand le stresseur s'arrête, on a ensuite une récupération qui fait appel à un certain nombre de process, notamment le système parasympathique, et j'y reviendrai. Donc, ces voies qu'on peut enregistrer en périphérie dans le sang ou par des mesures physiologiques, en fait, correspondent à la manière dont le cerveau a commandé ses actions. Et ce n'est que finalement la traduction d'un traitement de l'information cérébrale. Quand le stress va perdurer, en fait, vous avez un schéma que j'ai dû oublier de désactiver. C'est le même schéma en disant simplement qu'au lieu de récupérer, on va s'épuiser. C'est ce qu'on appelle le mauvais stress ou le stress inadapté. Et ce mauvais stress, en fait, il traduit que l'ensemble de l'organisme a été sursollicité et que cette sursollicitation se traduit par un coût biologique qui est le coût biologique de fonctionner en dehors de sa zone d'équilibre, de sa zone d'homéostasie, et qu'on va appeler la charge allostasique. Cette charge, on peut essayer de la mesurer avec des paramètres biologiques. C'est toujours un enjeu de recherche. Et l'idée dans la recherche, en tout cas sur la santé et le stress au travail, c'est d'essayer de pouvoir mesurer ce coût biologique du stress chronique pour essayer d'identifier l'usure avant qu'elle ne devienne une dysfonction traduisant une pathologie. Donc, est-ce qu'on est capable de suivre un individu en termes d'usure fonctionnelle, de le détecter avant qu'il y ait un point de rupture qui le conduise à une usure structurelle se traduisant par une maladie métabolique ou une maladie psychiatrique ou la double peine. Et donc ça, on ne sait pas faire, et même en médecine du travail, on ne sait pas avoir une mesure fiable, sensible de ce coût biologique du stress chronique au travail. Cette réponse de l'individu, elle est basée sur 2 systèmes. Je ne vais pas détailler, mais juste pour vous les présenter rapidement, parce qu'un certain nombre d'outils reposent sur ces 2 systèmes. Donc, je vous ai parlé du système sympathique qui libère de l'adrénaline pour avoir de l'énergie sous forme de glucose. En fait, il faut considérer que chaque organe du corps est en permanence contrôlé par un système oscillatoire, le système sympathique et le système parasympathique, et que cette oscillation permet d'être prêt à démarrer s'il y a un changement brutal de l'environnement. Donc, quand je vous ai dit tous les organes sont contrôlés par ce double système accélérateur-frein, en fait, il y a principalement un organe qui est contrôlé à l'inverse, qui est que quand on est stressé, le sympathique ne contrôle pas la digestion, c'est le sympathique qui permet à la digestion de bien fonctionner. Ça peut rendre compte d'un certain nombre de troubles gastriques ou de troubles intestinaux quand on est stressé, puisqu'en fait, le sympathique étant tout le temps activé, il bloque la motricité gastro-intestinale et le parasympathique qui la contrôle et qui la rend harmonieuse ne peut pas faire son travail. Et donc, cette oscillation permanente est vraiment un enjeu important parce qu'en fait, si vous appuyez tout le temps sur l'accélérateur, finalement, vous usez plus vite votre organisme que si vous avez un frein qui est efficace. Et ce rôle du frein parasympathique, c'est un enjeu majeur de santé au travail.
Le système sympathique, c'est vraiment celui qui va être celui de la réponse urgente de défense quand on est stressé ou on perçoit un changement de l'environnement menaçant. Et le parasympathique, quand je vous ai dit que c'était un frein qui permettait de revenir au calme, en fait, il est un peu plus compliqué qu'un seul frein. Il est divisé en deux branches. Une branche qui est très archaïque, c'est le parasympathique dorsal, qui est celui qui est activé quand on est confronté à un stresseur de peur et qui explique qu'on puisse mourir de peur. Il met tout au ralenti et conduit à minima vers une sidération. J'ai une peur telle que je ne peux pas agir et au maximum vers un arrêt cardiaque de peur. Le système parasympathique, il a une voie beaucoup plus rapide et beaucoup plus complexe et importante qui est en vert sur l'écran, qui est un parasympathique ventral, qui n'est pas dans le même noyau du tronc cérébral et qui est celui qui permet, quand il fonctionne bien, qui soutient la prosocialité et donc toutes les relations sociales, l'empathie, toutes les situations dans lesquelles le lien social va fonctionner pour nous apporter des ressources et nous apporter finalement des stratégies de faire avec notre stresseur. Et donc, quand on est stressé, finalement, le système sympathique, voire au maximum le système parasympathique dorsal est activé. Et plus on est stressé, moins le parasympathique ventral, qui soutient tout ce support social, va être activé. Quand le stress perdure, le deuxième système qui est activé, c'est le système corticotrope. Et donc, il est contrôlé par l'hypothalamus, l'hypophyse, puis qui vont contrôler la sécrétion de cortisol par la glande cortico-surrénale. Et donc, juste pour vous montrer la boucle de rétrocontrôle, c'est une réponse qui est aussi intégrée puisque la sécrétion de cortisol va moduler le cerveau pour répondre de façon efficace au stress et va permettre au corps de trouver des réponses pendant un long moment par son activité anti-inflammatoire et antalgique. Sur le plan de la réponse de l'individu en termes corticotropes, quand le stress perdure et qu'il faut libérer de l'énergie par cette voie-là, on a, quel que soit le stresseur, qu'il soit psychologique ou physiologique, des hauts et des bas répondeurs qui traduisent probablement la manière dont la régulation corticotrope s'est faite au décours de notre enfance et de notre adolescence. Il y a un certain nombre de facteurs qui sont étudiés, mais ce n'est peut-être pas l'objet là. Si vous avez des questions, j'essaierai au mieux de vous répondre après sur ces hauts et bas répondeurs de l'axe corticotrope. Ces axes sympathiques et corticotropes, ils sont régulés par le cerveau avec pour faire simple, trois grandes régions du cerveau qui participent à la qualité de réponse du stress. Je vous ai proposé là une coupe anatomique, donc elle n'est pas du tout dynamique, elle ne fonctionne pas en réseau. Quand on la décrit en réseau, c'est un fonctionnement qu'on va décrire comme étant neurofonctionnel. Là, on va être vraiment statique. Vous avez avant la partie bleue du cerveau et à droite la partie arrière du cerveau, pardon. C'est une coupe interne, donc j'ai coupé le cerveau au milieu, enfin le cerveau est coupé au milieu et on regarde l'intérieur du cerveau. Dans les trois zones qui sont importantes à prendre en compte, on a l'amygdale, qui est le petit noyau orange, qui va être celui qui va induire la perception d'un changement de l'environnement comme étant stressant. Cette amygdale, sa mission, c'est vraiment de détecter le danger et de déclencher les émotions en lien avec ce qu'on vit. Cette amygdale, donc il y en a une de chaque côté, elle est présente chez tous les mammifères et elle est particulièrement activée quand on est confronté à une peur intense. Elle est nourrie en permanence par l'hippocampe qui va mémoriser le contexte dans lequel est survenu le stresseur, le changement de l'environnement. Et ces deux parties fonctionnent en duo pour essayer de plus se faire avoir finalement par un changement de l'environnement pour lequel on ne saurait pas faire face. Et vous avez la partie antérieure, donc principalement la partie bleue qui est le cortex préfrontal ventromédian, mais aussi la partie jaune qui est le cortex préfrontal dorsomédian, qui est une partie extrêmement développée chez l'homme et qui va faire le superviseur et qui va permettre de revenir au calme en disant il n'y a plus de danger maintenant. Quand le stress est trop répété ou est trop intense, en fait, ce qu'on observe dans l'imagerie, c'est une dégradation du fonctionnement du cortex préfrontal ventromédian, des fibres qui le connectent à l'amygdale, et finalement, vous avez une amygdale qui va dominer le cerveau, qui va être toujours activée pour déclencher en permanence une réponse de stress, qu'il y ait ou pas un stresseur, puisque le superviseur n'est finalement plus efficient. Alors, ce superviseur neuroanatomique, il est médié par un certain nombre de neurotransmetteurs. Là aussi, c'est extrêmement compliqué. Mais peut-être pour faire simple, on peut… J'ai juste une question. On a commencé à 10. J'ai encore 10 minutes, c'est ça? Alors, on pourrait dire que vous avez encore 10 minutes, effectivement. Comme ça va laisser 5 minutes. Non, voilà, comme j'ai noté que j'avais commencé à 10, finalement, je peux soit ne pas détailler certaines diapos qui ne sont pas essentielles, soit en dire quelques mots pour tenir les 30 minutes.
Si ça vous va, faites ce qui vous semble le mieux. Ok. Et donc, je pense que c'est intéressant de faire un tout petit point sur la biochimie du cerveau, parce qu'en fait, on a le cerveau qui fonctionne comme un dipôle, qui est soit hyperréactif, soit serein, on va dire. Et ces deux neurotransmetteurs qui sont essentiels, le GABA et le glutamate. Et le GABA est apaisant pour le cerveau. C'est des tas de petits neurones partout dans le cerveau qui vont mettre le cerveau au calme. Et le glutamate est plutôt activateur. Et en fait, la manière dont notre cerveau est soit activé en permanence, enfin, soit hyperactif, soit calme, va dépendre d'un certain nombre de confrontations de vie qui vont faire que vous allez être plus ou moins réactif et que ce dipôle d'hyperactivité ou d'hypersérénité va être modulé par d'autres neurotransmetteurs, mais pour autant, vous avez finalement un peu comme un trait de fonctionnement stable, une tendance à être hyperréactif ou hyper serein. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'en fait, le système GABAergique, il est renforcé quand on boit de l'alcool et vous avez dû tous faire l'expérience d'une certaine sérénité. Je ne dis pas que c'est un traitement quand on boit de l'alcool et que le GABA est particulièrement sécrété dans l'amygdale quand on se met en état de consommation d'alcool. Nous, c'est important parce que ça explique que nos militaires font l'expérience qu'ils sont plus paisibles quand ils picolent, alors même que ce n'est pas un traitement, mais que c'est ce qui les met le plus au calme par cette sécrétion de GABA dans leur amygdale qui souvent est tellement sollicitée que finalement, c'est elle qui va dominer leur cerveau. Et donc, après cette deuxième partie qui est liée au cortisol, qui est liée à l'adrénaline, puis au cortisol et qui est contrôlée par le cerveau, je voulais juste vous proposer un petit point sur la capacité des individus à récupérer ou à se mettre au repos, et que si vous avez un cerveau hyper réactif, finalement, vous allez potentiellement avoir beaucoup plus de mal à récupérer et à profiter d'un moment d'apaisement, même quand il n'y a pas de stresseur. Sur le plan de la récupération, en fait, le système parasympathique est un acteur clé de la récupération. Et cette récupération, elle va servir d'abord à réparer tout ce qui a été, ou en tout cas à mettre au calme tout ce qui a été sursollicité, à la fois en termes énergétiques, et le sommeil est vraiment important pour récupérer et pour faire un reset de la sursollicitation de l'organisme. C'est le sommeil, il est possible si vous n'êtes pas stressé par des pensées internes, et il va se traduire par un rebond de sommeil que vous avez peut-être expérimenté le week-end ou pendant les vacances. La prise alimentaire est elle aussi un enjeu de santé et de récupération. Et effectivement, dans la suite de cet après-midi, vous aurez vous aurez une présentation sur cette partie-là. L'activité physique est aussi quelque chose qui favorise la récupération. Ce qu'il faut pointer, c'est que finalement, souvent, on a un découplage entre ce qu'implique l'activité professionnelle et les temps de récupération, où on va mordre sur ces temps de récupération pour faire ce qu'on n'a pas eu le temps de faire. Et finalement, on ne va pas laisser à l'organisme le temps de faire le reset qui est nécessaire pour pouvoir répondre aux stresseurs qui va venir ou qui sera dans les jours et les semaines à venir. Alors, juste pour vous montrer la manière dont chacun est différent en termes de capacité de récupération, je vous présente juste une étude qui avait été faite chez les pompiers de Paris, qu'on avait randomisé en 3 groupes. Un groupe qui avait eu une technique de cohérence cardiaque centrée sur la régulation du frein parasympathique. Un groupe qui avait eu une autre stratégie plutôt centrée sur l'entraînement du cortex préfrontal ventromédian, qui sont les techniques d'optimisation du potentiel, c'est un outil militaire, et un groupe contrôle, et chacun des groupes avait un alicament, un placebo qui était présenté comme un alicament anti-stress. Le programme était sur 2 mois, 8 séances sur ces 2 mois, une par semaine. Et ce qu'on avait pris en compte, donc c'était d'abord ces techniques d'optimisation du potentiel pour un des groupes, donc quelque chose de plutôt cognitif, centré sur le renforcement du cortex préfrontal. Donc si ça vous intéresse, je vous parlerai après de cette technique militaire qui est maintenant développée dans le civil. Des techniques centrées sur la respiration, donc on appelle la cohérence cardiaque, qui ont pour but d'entraîner le frein parasympathique de façon à pouvoir aider les individus à mieux revenir au calme quand ils sont en situation de pause. Et ce qu'on a pu observer dans ces 3 groupes, c'est que le groupe qui a eu du cardio-biofeedback et des TOP va diminuer à l'issue du programme comparativement au groupe contrôle son niveau de stress perçu, va augmenter son tonus parasympathique. Globalement, les 2 groupes qui ont eu des interventions vont augmenter leur sommeil, améliorer leur sommeil et vont améliorer leur immunité. Pourquoi je vous montre cette étude? Parce qu'en fait, on a classifié les sujets par rapport à leur tonus parasympathique de base. C'est-à-dire qu'à l'inclusion, au tout début, avant les programmes, on a regardé ceux qui avaient un bon tonus
de ceux qui avaient un mauvais tonus parasympathique. Et ce qu'on a observé, en fait, c'est que, quel que soit en gros l'outil utilisé, ceux chez qui ça marchait, c'était uniquement ceux qui avaient un frein qui était le moins efficace. Donc, en fait, ces outils-là peuvent vraiment aider les individus dans le cadre de leur travail à renforcer leur frein pour pouvoir mieux gérer le quotidien et finalement être capable de revenir au calme. Donc, vous avez les 3 groupes en haut et finalement les deltas qui montrent que c'est uniquement en rose les sujets qui ont un tonus parasympathique de mauvaise qualité, on va le dire comme ça, qui ont augmenté leur fonctionnement parasympathique et qui ont augmenté, qui ont eu le plus de bénéfices en termes de gestion du stress. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que parmi ces groupes, celui qui avait les sujets qui avaient un bas tonus parasympathique, indépendamment de la technique cognitive ou de respiration, c'était celui qui au départ souffrait le plus et se plaignait le plus de cauchemars et de troubles du sommeil. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, le frein parasympathique, c'est un bon critère pour voir la qualité de régulation du stress des sujets et il est entraînable par différentes techniques. Donc c'est une vraie piste d'amélioration de la santé au travail. C'est donc une vulnérabilité d'une certaine façon, ce mauvais frein parasympathique. Et pour comprendre un peu comment cette vulnérabilité se met en place, je vous fais juste un petit point sur finalement le rôle de l'histoire de vie des sujets. Là, centré sur l'amygdale, mais il y a d'autres éléments, mais centré sur l'amygdale parce que c'est quand même le hub de régulation du stress. Et finalement, dans notre histoire de vie, il y a des périodes de vulnérabilité de l'amygdale, qu'elle soit droite ou gauche. Et quand les individus, au cours de leur enfance et de leur adolescence, n'ont pas eu de stress, l'amygdale est là pour bien fonctionner. Quand ils ont eu un stress, l'amygdale va s'hyperactiver, c'est un petit peu ce que j'évoquais tout à l'heure. Et en fait, s'il n'y a pas d'autre stress dans l'enfance, elle va continuer à être hyperréactive et donc être basée finalement par un cerveau qui va être plutôt glutamatergique et plutôt hyperréactif. Si vous avez, dans les périodes de vulnérabilité de l'amygdale, droite et gauche, différents stresseurs qui se cumulent pendant votre enfance ou votre adolescence, vous allez avoir plutôt une amygdale qui va s'atrophier et qui peut expliquer que pour un même stresseur, certains individus vont être hyperréactifs, d'autres vont être finalement sans réaction émotionnelle et d'autres vont avoir une réaction émotionnelle normale. Donc, en fait, on a vraiment une vulnérabilité qui se construit tout au long de la vie ou une résilience qui se construit tout au long de la vie selon le regard qu'on porte. Et pour chaque partie du cerveau, il y a des périodes de vulnérabilité et l'idée, c'est pas de détailler ces périodes de vulnérabilité, mais de vous rendre compte qu'en fait, chacun a son mode d'expression qui est lié vraiment à la manière dont le cerveau va se maturer, dont il va être confronté à des histoires de vie et dont il va être protégé par des ressources de l'environnement ou par d'une activité sportive ou tout un ensemble de choses qui vont lui permettre de trouver des solutions. Donc, on a énormément de mal, finalement, à dresser un tableau clair et simple de comment un individu va répondre au stress. Un autre point qui pointe le bout de son nez et qui est de plus en plus important dans la manière dont on prend en compte maintenant les phénomènes, les problèmes de santé en lien avec le stress, c'est ce qu'on appelle les événements adverses de l'enfance. Et je vous ai juste mis un graphe qui synthétise un peu tous les résultats qu'il y a sur ces événements adverses de l'enfance. Ce qu'on entend par les événements adverses de l'enfance, c'est pas uniquement les traumatismes ou les violences, hein, c'est toutes les négligences, les enfants qui ont vécu dans des familles où il y a eu des problèmes de santé, où il y a eu de la violence. Et ce qui est important, c'est qu'on observe un effet dose-réponse, c'est-à-dire que dès lors que dans une histoire de vie, il y a eu plus de 4 événements adverses de l'enfance, il y a vraiment des dégâts de la santé et des régulations émotionnelles qui sont bien moins efficaces chez ces adultes-là qui ont eu des événements adverses de l'enfance. Et il y a tout un champ qui va probablement se développer pour renforcer la capacité à réguler les émotions de ces adultes qui ont vécu, non pas des traumatismes, mais des situations qui les ont mis en détresse dans l'enfance. Ces événements adverses de l'enfance sont associés à des régulations parasympathiques de mauvaise qualité et vous voyez que finalement tout se répond et qu'on peut vraiment décrire une trajectoire avec des pistes pour aller aider les individus avant qu'ils ne rentrent dans la pathologie. Pourquoi en fait c'est important ce système parasympathique? Parce qu'en fait il va nous renseigner sur comment notre corps a détecté les informations venant de l'environnement, donc par nos capteurs sensoriels, et c'est bien, ça rejoint également ce que j'évoquais au début en termes de schéma précoce de l'enfance, qui finalement se traduisent par une perception distordue de l'environnement, un traitement cognitif distordu de l'environnement, mais aussi une interoception qui est les sensations venant du corps, qui ne nous renseignent pas comme il faut pour s'ajuster à l'environnement. Donc là, les gens qui sont efficients dans la gestion du stress, c'est des gens qui
finalement ne sont pas gênés quand les stresseurs ont des caractéristiques en lien avec un contrôle absent, une imprévisibilité, une nouveauté, une perception d'un ego menacé, qui sont apportés par leur sens de façon le moins biaisée possible, qui sont informés au niveau de leur corps des changements de l'environnement de façon ajustée, qui vont donc avoir des émotions ajustées, des comportements ajustés, et ça va se traduire par finalement une adaptation qui est adaptée pour le sujet, mais adaptée aussi par rapport à son environnement de travail. Et donc, cette interoception, c'est elle qui va aussi renseigner l'amygdale, qui finalement donne toute cette valence émotionnelle plus ou moins en trop ou en ajusté. Et vous voyez que toutes ces informations venant du cerveau sont dépendantes de la manière dont vous allez percevoir les changements de l'environnement et vous allez pouvoir y répondre avec des perceptions les moins biaisées possibles. Pour ne pas dépasser le temps qui m'est imparti, qu'il faut retenir, c'est vraiment que cette perception de l'environnement, parce que j'avais encore juste quelques données sur une étude qui vous mettait un peu tout ça en musique, mais ce sera peut-être un peu long. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, selon l'histoire de vie qu'on a eue, on a plus ou moins développé ses ressources et plus ou moins développé ses freins pour revenir au calme, et que la perception d'un changement d'environnement va être détectée comme étant plus ou moins stressée, et ça va être l'amygdale qui va être plus ou moins efficace, et que cette amygdale va générer tout un ensemble de boucles de régulation du stress qui vont conduire à soit aggraver la perception du stress, soit à, au contraire, revenir à un calme pour mieux gérer les choses, et que le frein parasympathique est vraiment un outil intéressant dans le monde du travail pour aller aider les gens qui finalement vont être surstressés à revenir au calme et à mieux gérer le quotidien. Et donc, je finissais sur cette diapo qui est finalement, que je vais mettre juste pour finir, parce qu'en fait, c'était une étude que je voulais vous présenter, mais qui dit ça, qui dit ce que je viens de vous dire, et finalement qui pose que se percevoir en sécurité, ce n'est possible quand il n'y a pas de stresseur que si on a une capacité à ne pas générer par ses pensées du stress, alors même qu'il n'y en a pas, et c'est bien ce que symbolise le lion dans sa capacité en tant que finalement dominateur de son environnement à dormir paisiblement, quels que soient les changements de l'environnement.